vous avez été déjà au bord d'une piscine et on vous dit c'est pas mal et on te pousse dans la piscine et je me retrouve là et loin un jour me dit il faudrait que tu parles de cette histoire que je raconte à l'agence depuis 2 ans maintenant. Et parce qu'il fut un temps, et j'ai 6 enfants, donc des histoires je sais en raconter, donc je vais essayer de vous en raconter une là maintenant. Il fut un temps, quand j'étais jeune entrepreneur, parce que là je suis vieux entrepreneur, je considérais le turnover comme quelque chose de mauvais, un mauvais indicateur de performance sociale. Et empêcher le turnover, c'est avoir une grosse forteresse, bien solide. Et puis, grâce au Covid, grâce à des rencontres, notamment celle d'Éloi, d'un coach qui m'accompagne depuis plus de 20 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait déconstruire cette forteresse. Parce qu'une forteresse, c'est un machin qu'on met en haut d'un monticule, on coupe tous les arbres, on fait des carrières, on construit des trucs par-dessus, et puis on a un pont-levis qui est fermé. Quand on voit quelqu'un qui arrive et dit « Tiens, je le ferais bien venir dans ma forteresse », je baisse mon pont-levis, je referme, on attache un peu les gens, on leur donne à manger, tout ça, on ne veut pas que les gens s'échappent. Puis quand il y a une forteresse qui est là-bas au loin, qui se construit, on la surveille, on peut lui envoyer des boulets, enfin voilà. C'est management par la peur, par la crainte, d'abord pour soi en tant qu'entrepreneur. Et dans ma forteresse, même si elle était déjà très engagée dans la RSE, c'était une forteresse très engagée, il y avait un truc, mais j'ai mis peut-être 10 ans à réaliser que tous les mois, je faisais une réunion d'équipe, hyper sociocratique, tout ça, c'était hyper sympa, et je faisais de la transparence financière. Et comme voilà, je ne suis pas un homme de la finance, je racontais tous les mois qu'on est juste en dessous de nos objectifs. Et j'avais fait un petit plongeur, les anciens vous raconteraient ça, et je racontais toujours que le plongeur, il est en train de peut-être de boire la tasse, et puis là, on n'était jamais au-dessus des objectifs. Et tous les mois, je racontais cette histoire-là, et les gens étaient tendus, voilà, on bossait, c'était sympa, mais l'ambiance n'était pas terrible. Et donc un jour, je me suis libéré de ce truc-là, en me disant, et si mon entreprise était une oasis? Parce qu'une oasis, c'est une forteresse, il y a un point commun, c'est que c'est absolument pas naturel. Pour faire une oasis, on cherche un oued, on gratouille un peu, et puis hop, il y a de l'eau qui sort, et là on commence à faire pousser des palmiers pour faire de l'ombre, après des orangers, enfin tu connais mieux que ça que moi, des citronniers, puis en dessous des tomates, des aubergines, des oignons et tout ça. Et tout ça s'entretient, donc il faut travailler, un petit peu comme dans la forteresse. Sauf que l'oasis, c'est un milieu complètement ouvert. Parce qu'il y a des sédentaires qui habitent là, qui ont des petites maisons ou des tentes, en fonction de ce qu'ils veulent. Puis ils bossent avec les petits canaux, tout ça, c'est sympa. Et puis des barques, des transhumants avec des troupeaux de moutons. Voilà. Donc ça met le cloaque dans l'oasis, ça bouscule tout le monde. Puis les transhumants repartent. Par exemple, JD Carré, c'est des transhumants pour nous. Ils viennent, ils s'en vont, ils repartent. Tout ça. Puis des fois, il y a des transhumants qui s'arrêtent dans l'entreprise, dans l'oasis, et qui disent moi je veux rester. Il y a Franck qui a été un transhumant pendant 2 ans, et puis au mois de juin, il m'a dit là j'en peux plus, j'ai envie de rester dans l'oasis. Donc il reste. Et puis il y a Laura, qui est une très ancienne collaboratrice d'Éloi, qui nous dit il y a 2 mois, en fait, moi je veux partir avec la caravane, donc elle repart avec une caravane de transhumants pour s'installer indépendante à Madrid. Voilà. Et je trouve que ça libère, moi qui considérais les départs comme des échecs, je suis incapable de manager correctement tout ça, je me dis, ah chouette, tu veux partir, mais pars avec la caravane. Et puis il y a des gens qui ne font que passer, des nomades qu'on voit qu'une fois. Et à chaque fois, ça amène un peu de fraîcheur et tout ça. Et il y a un autre élément important dans une oasis, c'est c'est un milieu donc ouvert, avec des tempêtes, et vous imaginez, en tout cas, c'est la représentation, je ne suis jamais allé dans le désert, mais il y a une tempête, les dunes changent, donc ça bouge, tout est mouvant, mais on continue à gratter les petits canaux pour que les arbres poussent et les tomates aussi poussent.
Et dans notre oasis, on a un truc qui se passe, qui est un rituel depuis 3 ans maintenant. Tous les lundis matins, on est une trentaine. Tous les lundis matins, on se met en rond. Et pendant 1 heure, chacun prend la parole 6 fois pour raconter son week-end, pour dire ce qu'il va faire dans la semaine, son emploi du temps, pour raconter les projets sur lesquels il travaille, pour les perspectives que l'on a, pour célébrer quelque chose et pour donner à voir quelque chose. Puis après, on fait un tour de déclusion. Et cette chose-là, tous les lundis matins, moi, j'y pensais encore, c'était hier, je savais que j'allais en parler aujourd'hui. C'est incroyable parce que sans un rappel à l'ordre, sans organiser le truc, la parole tourne et ça dure. Hier, on était 23, ça a duré 40 minutes. Voilà. Et ça, c'est notre arbre à palabres sous les palmiers dattiers. C'est de la sociocratie, c'est de la culture d'entreprise, c'est un mode de vie dans l'oasis qui est assez chouette. Et dans notre oasis, on mange un truc très particulier qui s'appelle le samoussa de la non-puissance. Et le samoussa de la non-puissance, c'est quelque chose qui est issu de lectures de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, qui sont des Girondins néo-aquitains, et qui sont, moi je dis, mais les pères de l'écologie politique française, hein, parce qu'avec le béret, et avec une grande place pour la spiritualité, tout ça, c'est assez chouette. Et voilà, des lectures avec eux m'ont inspiré ce truc-là. On a beaucoup parlé actuellement de désespoir, vous savez, désespoir. Donc je vous donne là la recette du samoussa de la non-puissance qu'on mange souvent. Cette histoire, je l'ai racontée il y a 2 ans, et il n'y a pas une semaine où il y a un collaborateur qui me dit « Tu peux me refaire le coup du samoussa de la non-puissance parce que ça aide à vivre au quotidien. » Donc c'est une bonne recette. Désespoir, espoir. Hein, on a parlé beaucoup d'espoir, de nouveaux discours et tout ça. Et dans ces lectures-là, j'ai découvert qu'il y avait une triangulation avec l'espérance, qui n'est pas que catholique, qui n'est pas que religieuse, il y a d'autres espérances. Vous voyez, on peut être dans le désespoir parce que je suis dans un bouchon pour venir ici, et dans l'espoir de passer une bonne soirée avec vous ce soir. Mais l'espérance, c'est un truc qui est encore plus fort. Il y a un truc, quand on embauche un collaborateur, on lui dit, et surtout dans la RSE avec Bicorp, c'est on mesure l'engagement des collaborateurs. Donc, il y a l'engagement et le désengagement. On fait un codir, on te dit « Ah oui, machin, qu'est-ce qu'il est désengagé sur les dossiers, il n'est plus là. » Et donc, on navigue entre engagement et désengagement. Voilà. Et il y a un truc extraordinaire qui s'appelle le dégagement. Le dégagement, c'est juste un petit peu de hauteur. On est présent, mais on est là, mais sans y être. Vous voyez cette distance-là? On va faire avec des enfants. Mes enfants jouent au Lego, c'est le bazar dans la pièce, les vélos, ça fait du bruit, tout ça. Soit je me barre, c'est du désengagement, soit j'arrête pas de gueuler en disant arrêtez de jeter les Legos partout. C'est de l'engagement. Voilà. Mais si je prends mon journal préféré ou un bouquin et que je reste à côté d'eux, je suis là, je suis juste dégagé. Vous voyez ? Et après, et je crois que c'est le plus important, l'histoire de la puissance. Alors, c'est un mot qui est sorti plusieurs fois parce que je suis très sensible à ce mot-là, parce que je pense que c'est aussi un sacré problème pour nous tous, c'est la puissance, dominer, tout ça. Et l'impuissance. Oh, on est impuissant pour faire vivre la transition, imaginer des nouveaux discours et tout ça. Où on est la puissance de les faire circuler. Et il y a la non-puissance. C'est renoncer à tout ça, renoncer à la puissance, renoncer à l'impuissance et naviguer un petit peu détaché de cette chose-là. Et là, voilà. Et là, ce truc-là, ça s'appelle le samoussa de la non-puissance. Et on en mange beaucoup dans notre oasis. Et on essaye de le vivre au quotidien, parce que je pense que les valeurs,
les inspirations, tous ces trucs-là, les lectures, ça doit, moi en tant que manager dans ma boîte, j'essaye de les appliquer, de les vivre au quotidien et de bien les vivre au quotidien. Et il y a un autre truc, c'est que d'abandonner la forteresse et d'ouvrir, de faire tomber les murs, ça me fait penser un peu à l'Europe qui essaye de faire des forteresses, ça permet de vivre plus libre. Voilà, on a moins de choses, on est moins dans la domination, dans la puissance, on renonce. Et dans notre système d'entreprise à mission, en avril 2023, je lisais en même temps le bouquin de Timothée Paric, Ralentir ou périr, dont on parlait en sous-texte tout à l'heure. Et pour moi, il a 4 pages sur l'entreprise à mission et sur le renversement de la table du modèle économique dans lequel on navigue, qu'on appelle comme on veut. Voilà. C'est ça dont je voulais vous parler et vous raconter cette histoire-là. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne veux pas faire de prosélytisme. Je voulais juste témoigner de ça en toute simplicité. Merci Alain. Merci beaucoup.